Donc, bonjour et bienvenue à cet atelier, en fait, à cette séance d'information sur l'accroissement de l'impact ou, en bon français, le scaling. Nous sommes le 26 novembre 2019. Je m'appelle Nathalie Chapdelaine. Je suis gestionnaire à InnoWeave pour le Québec et les communautés francophones. Voilà, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous expliquer ou pour vous parler un petit peu plus de ce qu'est l'accroissement de l'impact dans notre jargon et comment InnoWeave peut soutenir des organismes dans leur visée d'accroître leur impact. Donc, c'est de ça dont on va traiter aujourd'hui. Avant de commencer, il est très important pour InnoWeave de reconnaître et de marquer le fait que les bureaux du siège social de la Fondation McConnell à laquelle nous sommes rattachés font partie ou sont situés finalement sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, donc les Mohawks. Et donc, cet endroit-ci, tout comme plusieurs de nos villes importantes, a servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Donc, à ce titre, nous aimerions honorer aujourd'hui et respecter cette histoire à travers notre échange. Et en fait, on souhaite qu'à travers cet échange-ci et le début de conversation, qu'on puisse continuer à renforcer nos communautés. Peut-être aussi dire que il y a une conversation nationale en ce moment sur c'est quoi faire la reconnaissance du territoire traditionnel. C'est important, c'est un premier geste. Il y en a plusieurs autres qu'on peut poser, dont celui de s'auto-éduquer à la réconciliation et à l'histoire des peuples autochtones, ce que nous faisons assidûment à InnoWeave et à la Fondation McConnell. Simplement dire, un de mes derniers apprentissages personnels, c'est qu'en fait, l'innovation n'est pas tout le temps très neuve. Des fois, il faut regarder en arrière pour découvrir des innovations où c'est un nouvel assemblage d'éléments. Donc, du côté autochtone, il y a beaucoup d'innovations sociales qui viennent de manières de connaître le monde qui sont plutôt ancestrales. Et moi, je trouve ça extrêmement inspirant. Donc, au-delà de simplement dire que nous sommes sur un certain territoire traditionnel, il y a beaucoup plus d'apprentissage qu'on peut aller chercher dans cette conversation sur la réconciliation avec les peuples autochtones. Ceci étant, aujourd'hui, justement, dans cette conversation sur l'innovation et l'innovation sociale, on va aller parler d'accroissement de l'impact. Avant de se plonger dans le vif du sujet, je vais juste nous situer un tout petit peu sur la Fondation McConnell, InnoWeave, l'approche d'impact que nous portons à InnoWeave. Ensuite, on va parler de 3 types d'accroissement de l'impact. Et les sections 3, 4, 5 de la présentation d'aujourd'hui visent à vous informer sur les manières dont InnoWeave peut vous soutenir ou soutenir des organismes à but non lucratif dans leur parcours vers leur accroissement d'impact. Et on va vous préciser aussi pour ceux et celles qui se disent c'est peut-être un bon fit pour nous, on va aller préciser les éléments clés pour être prêt pour recevoir notre accompagnement. Juste pour vous dire, ce n'est pas une question de vous êtes bon ou pas, c'est on essaie vraiment de se situer à un moment, quand on offre de l'accompagnement ou quand on accepte de soutenir un projet de coaching, il faut que ça arrive au bon moment avec les bonnes questions pour l'organisme qui le demande. Donc, c'est ce genre de conversation-là qu'on veut avoir et donc, on vous partage certains des éléments clés qu'on recherche pour être capable finalement de vous soutenir à travers les outils qu'on propose. Donc, j'ai dit qu'InnoWeave est lié, est issu de la Fondation McConnell. En fait, nous sommes un programme, une plateforme de la Fondation McConnell. La Fondation McConnell est une fondation familiale qui a plus de 80 ans maintenant, je pense qu'on est à 83, peut-être 84 ans. Principalement, on est, en fait, depuis les origines, on est une fondation subventionnaire, donc on donne des subventions à des projets d'envergure qui visent au bien-être des citoyens du Canada. Donc, ce qu'on vise, c'est bâtir un pays plus inclusif, résilient, durable et innovant. Depuis une quinzaine d'années, bon, probablement que mes collègues qui sont là depuis plus longtemps que moi diraient que c'est peut-être plus longtemps encore. Bref, on a fait un gros focus vers l'innovation sociale. Et donc, on a soutenu différents projets pour nommer, documenter et partager ce qu'est l'innovation sociale et ce que ça prend pour en faire. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi dans la foulée, c'est qu'on avait beau en parler,
c'est pas vrai que tout le monde savait absolument comment faire pour être dans l'innovation sociale ou pour améliorer ses propres pratiques d'innovation. Donc, c'est un peu comme ça qu'Innovive est né. On est né d'un constat partagé, donc pas que par la Fondation Méconome, mais par la Fondation et plusieurs partenaires, de dire, mais les organismes ont besoin d'un certain soutien pour comprendre et s'approprier certaines pratiques d'innovation sociale. Donc, Innovive sert à ça, sert à soutenir l'adoption d'approches d'innovation sociale. On a été créé à travers des partenariats stratégiques. Donc, ce n'est pas que la Fondation McConnell qui a créé Innovive. Au contraire, c'est Fondation McConnell, d'autres partenaires financiers. Et aussi, au niveau du contenu, en fait, ce n'est pas Innovive qui s'est levé un matin qui a développé du contenu, c'est qu'on est allé chercher le contenu qui faisait sens et qui était déjà proposé par des experts de contenu. Donc, là où Innovive a peut-être été a peut-être apporté sa pierre à l'édifice, c'est de se structurer en parcours d'accompagnement, en plateforme entre différents types de parcours d'accompagnement. Et donc, quand vous venez à Innovive, peu importe la porte par laquelle vous rentrez, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous informer qu'il y a aussi d'autres approches qui peut-être, maintenant ou plus tard, pourraient être utiles à votre organisation. Alors, à la Fondation McConnell, on considère l'innovation sociale comme étant une manière d'amener des gens et des organismes à créer conjointement. Donc, ce n'est pas juste à créer, mais de manière conjointe, de créer, découvrir, adapter et développer des solutions qui sont plus efficaces à des problèmes sociaux qui ont des racines profondes. Donc, qui dit racines profondes dit comprendre le système ou l'écosystème autour de la problématique. Et donc, ce qu'on vise à faire, en fait, l'innovation sociale devrait permettre de rendre nos systèmes naturels et humains plus adaptatifs et résilients. Donc, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit améliorer et qu'est-ce qu'on doit toucher dans le système et comment un organisme peut avoir un certain rôle dans un système plus grand pour réussir à atteindre des solutions qui sont plus efficaces à nos problèmes de société. Donc, quand on dit problème de société, on se situe autant du côté communautaire, problèmes, enjeux sociaux, environnementaux ou culturels. Selon nous, les approches qu'on propose peuvent s'adapter dans chacun de ces univers-là. Donc, du côté d'Innovive, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider autant les organismes que parfois des collectifs, donc des regroupements d'organismes à innover. Donc, souvent, on se fait dire, oui, mais on innove déjà, c'est déjà dans nos pratiques, très bien. Est-ce qu'il y a peut-être des façons de faire pour être un petit peu plus intentionnelles, peut-être performantes? Nous, ce qui nous a aussi motivés, personnellement, ça fait 5 ans que je suis ici, moi, ce qui me motive, c'est de dire, très bien, il y a déjà des bons programmes et activités qui aident à soulager ou à répondre à certains problèmes, mais on se rend compte que la taille et la complexité des défis auxquels on fait face sont de plus en plus importants. Et on se rend aussi compte que parfois, malgré des années d'expérimentation ou de bon travail pour alléger certaines circonstances, par exemple l'itinérance, l'analphabétisme, la pauvreté, etc., on n'a pas toujours les résultats souhaités. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on se demande, est-ce qu'il y a des manières de travailler un petit peu différemment pour aller un petit peu plus loin dans la manière de régler finalement certains problèmes sociaux? Donc, ce qu'on essaie d'apporter dans tout un prisme de soutien aux organismes et aux collectifs du côté d'Innovive, c'est d'abord d'aider les organismes à clarifier leur impact à travers un outil, en fait, 2 outils super intéressants qui sont l'énoncé d'impact et la théorie du changement. On aide aussi, on essaie de se positionner dans une posture d'apprentissage et on veut aider les organismes à apprendre, évaluer et implanter des approches d'innovation sociale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être capable de prendre ce qui marche ou ce qui n'a pas fonctionné et en générer des apprentissages pour être encore plus efficace et plus précis dans notre manière de générer des changements? Donc, vous l'aurez compris, ce qu'on vise, en fait, nous, c'est soutenir le terrain, les organismes, à générer plus d'impact plus rapidement et à moindre coût, si possible.
Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qui nous motive. On ne dit pas qu'on est parfait, mais on essaie d'amener nos apprentissages au service de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est principalement c'est presque exclusivement à travers du coaching. Donc, Innoweave, on se voit comme un partenaire des organismes et des collectifs. Donc, dans notre travail, c'est d'aider les gens à sélectionner une approche qui correspond à leurs problématiques ou à leurs besoins actuels. Donc, notre équipe, moi-même, mes collègues, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous aider à mieux comprendre où vous en êtes, c'est quoi les barrières auxquelles vous faites face actuellement ou les opportunités. Et donc, est-ce qu'il y a une approche d'innovation sociale qui peut vous aider à aller plus loin? On essaie aussi de voir si vous êtes prêt à recevoir du coaching en période de très grande transformation organisationnelle ou quand votre directeur général vient juste de changer. Quand il y a une grosse menace à votre financement, c'est peut-être pas le bon moment d'aller chercher du coaching parce que ça demande du temps, de l'énergie, de l'ouverture. Bref, ça demande un peu de résilience au moment d'aller chercher quelqu'un externe qui vient vous accompagner. Donc, on vous aide à bien voir si le moment que vous identifiez comme étant bon pour recevoir du coaching, c'est effectivement le bon cas de figure pour vous. Ce qu'on essaie de voir aussi, c'est est-ce qu'on est capable de vous accompagner pour formuler carrément une idée ou un plan de match pour lequel un coach serait le plus utile possible. Donc, des fois, il y a des choses que vous savez faire par vous-même. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un coach pour faire ça. Ou encore, il y a des choses que même si un coach venait pour vous aider à le faire, au final, c'est vous qui avez l'information ou qui avez la capacité de poser certains types de questions. Donc, tu sais, il faut que le coach rentre au bon moment pour vous. Donc, ce qu'on veut, c'est créer les conditions de succès pour que quand vous allez vous mettre au jeu, quand vous allez recevoir de l'accompagnement, ben, vous allez vraiment en profiter le plus possible. Et puis, donc, engager un mentor, un coach, on utilise les deux termes un peu de manière intermittente là, ou interchangeable à Innoweave. Donc, la manière dont on vous soutient, bien, vous pouvez voir sur notre site Internet, il y a toute une base de données de coachs, mais ce n'est pas exclusivement des coachs qui sont sur notre site Internet que vous pouvez choisir de retenir. Et quand vous nous faites la demande, on peut vous soutenir financièrement pour embaucher le coach qui va vous aider à mieux comprendre l'approche d'innovation sociale et vous préparer à la mettre en œuvre. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne à Innoweave. Donc, quand vous demandez du financement, ce n'est pas pour réaliser un projet, c'est pour aller chercher l'aide d'un coach qui va vous aider à structurer ou à développer vos compétences pour ensuite réaliser quelque chose d'innovation sociale ou quelque chose qui vous permet d'être plus efficace dans votre manière d'atteindre votre impact. Donc, à titre illustratif, ça, ce sont les différents parcours d'accompagnement que nous soutenons à Innoweave. Donc, les deux dans le haut de la page, clarification et alignement des organismes ou impact collectif pour un regroupement d'organismes. Donc, c'est vraiment des parcours, des piliers, en fait, dans la réflexion stratégique dans les organismes pour bien les comprendre. C'est quoi l'impact que l'on vise et comment on va s'y prendre pour atteindre cet impact-là. Si vous avez déjà une certaine clarté à ce niveau-là, vous avez en bas deux grandes catégories de parcours d'accompagnement pour lesquels on offre également du soutien. Donc, aujourd'hui, on se situe à gauche complètement dans le module, le parcours accroissement d'impact, en bon anglais, scaling. On offre aussi notre soutien pour des organismes qui voudraient monter une entreprise sociale ou approfondir leur connaissance de leur propre idée d'entreprise sociale. On offre aussi de l'accompagnement pour la préparation à la finance sociale, donc mieux comprendre à quoi ça sert et comment en faire profiter votre organisme si c'est le bon moment. L'engagement constructif, c'est davantage une manière de s'éloigner du plaidoyer pour être en conversation constructive avec la personne ou l'organisme ou le niveau de pouvoir là, des élus parfois que vous voulez convaincre de changer des choses, par exemple des politiques publiques. Donc, vous savez déjà un petit peu qu'est-ce qui devrait être fait, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on va aller engager les autres à définir la manière dont on va s'y prendre pour changer le système ou les paramètres du système qui nous permettent ensuite d'accroître notre impact, de maximiser notre impact.
Enfin, sur la droite, vous voyez apprentissage et adaptation. Donc là, on est dans la table de tout ce qui est comment on devient encore plus efficace. Donc, en situation de très grande complexité ou de démarrage de projet, est-ce qu'on peut se poser des questions de nature évolutive pour nous aider au fur et à mesure qu'on développe quelque chose, à être sûr qu'on avance sur la bonne voie? Est-ce qu'on est réflexif sur notre processus et nos impacts en même temps? Comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les données que l'on collecte déjà? Comment aller chercher une efficacité dans l'utilisation des données? C'est un module qui est présentement en développement et qui devrait être offert quelque part en 2020. La mesure de l'impact, c'est la même chose, c'est un nouveau module. Donc, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à déterminer notre contribution comme organisme ou comme collectif à l'avancée vers un impact. Donc, c'est cette conversation-là, cette manière de réfléchir à je peux peut-être pas justifier à avoir augmenté la capacité économique de ma communauté, mais qu'est-ce que je suis capable, moi, de documenter? Qu'est-ce que je peux mesurer pour justifier qu'effectivement mes actions ont une contribution vers l'impact? Et enfin, le dernier module sur la droite, c'est tout au niveau des processus d'exploration et d'expérimentation, laboratoire d'innovation sociale, des choses qui demandent beaucoup de prototypage, de remise en question, d'élaboration, boucle d'apprentissage rapide. Donc, si vous cherchez un peu d'agilité là-dedans, c'est aussi quelque chose qu'Innoweave soutient. Donc, pour parler d'accroissement de l'impact, c'est plate, c'est difficile à traduire. Là, on parle vraiment de scaling qui semble pas mal à la mode chez nos amis anglophones. En français, le mieux qu'on a trouvé, c'est l'accroissement de l'impact. Donc, qui dit accroissement de l'impact dit qu'on sait déjà un peu c'est quoi l'impact que l'on vise et qu'on a déjà une petite idée de ce que l'on fait va fonctionner. Juste pour se mettre en contexte aussi, l'idée, c'est que la solution ne se trouve pas toujours dans de nouvelles idées. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en contexte autochtone. Souvent, c'est quand on regarde dans le passé, étonnamment, on peut aller trouver beaucoup d'informations qui nous permettent d'être sur la solution dont on a besoin aujourd'hui. Mais peut-être simplement vous lire une traduction d'une citation de Al Etmansky qui dit que quand on parle d'innovation sociale, on a déjà plus qu'assez de solutions déjà disponibles. Le grand défi, c'est de les mettre à l'échelle, de les amener. Des fois, on crée quelque chose dans une petite communauté, on sait que ça fonctionne, mais on a du mal à aller beaucoup plus loin, à rendre la solution disponible dans beaucoup plus de communautés ou même carrément changer les politiques publiques qui permettent à tout le monde d'adopter cette solution-là ou qui la valorisent. Une autre citation qu'on trouve intéressante, c'est que identifier et mettre à l'échelle nos meilleures solutions est devenu le défi le plus important du secteur. Pour relever le défi, on ne peut plus simplement évaluer nos programmes sur la base de leur performance dans une localité spécifique. Au lieu de ça, on a besoin de prendre en compte leur potentiel de mise à l'échelle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait tous qu'une solution qui a été développée dans une localité spécifique, elle fonctionne parce qu'il y a des paramètres spécifiques à cette localité-là qui ont permis le succès de cette solution-là. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'essence du projet qui a fonctionné pour être capable de reprendre cette essence-là et la faire atterrir dans un contexte un tout petit peu différent. Donc, quand on parle de scaling, c'est aussi de comprendre la sauce secrète, en fait, du projet pour bien être capable d'identifier dans d'autres secteurs, dans d'autres contextes, est-ce qu'il y a des éléments de préparation qui doivent être pris en compte avant de pouvoir faire atterrir même une solution? Parce que reproduire quelque chose à l'égal ou identique ne va pas nécessairement donner les mêmes types de résultats dans une autre communauté. Donc, quand on veut vraiment réussir une mise à l'échelle, c'est d'être capable de se poser cette question-là sur, nous on dit la sauce secrète du projet. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Donc, on se situe à Innoweave quand on parle de mise à l'échelle et d'accroissement de l'impact dans un contexte où on a déjà quelque chose qui a fait ses preuves et pour lequel on est capable d'aller se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça réussit? Et d'aller creuser pour trouver les ingrédients essentiels pour que la sauce prenne.
Quand on parle d'accroissement de l'impact, donc, ce qu'on veut, le souhait est partagé par plein de monde, en fait, que quand on veut résoudre des défis sociaux, environnementaux, économiques complexes, ben, les gens, forcément, si leur approche se révèle efficace, ben, on souhaite pouvoir la mise à on souhaite pouvoir la mettre à l'échelle pour réussir à avoir un impact encore plus grand. Donc, souvent, certains veulent étendre la portée ou développer des nouvelles offres pour compléter les efforts existants, ou encore d'autres veulent étendre leur impact pour modifier des parties du système. Modifier des parties du système, ça peut vouloir dire, un peu comme je l'évoquais tantôt, c'est des changements de réglementation ou de politique publique, ou comment on agence certains éléments du système pour faire réussir finalement certaines solutions. C'est difficile à faire, par exemple, et on se rend compte, et c'est pour ça que Al Edmansky le nommait. Al, je crois que dans le projet Plan ou le REEI, ça a pris presque 10 ans de travail, de documentation, de persévérance pour finalement arriver à un contexte parfait où il était capable de proposer sa solution et que la solution soit entendue et qu'après tout finisse par se mettre en place. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps ça. C'est difficile des fois d'avoir le contexte parfait. Donc, c'est vraiment complexe, en fait, de planifier pour aller vers la mise à l'échelle. C'est rarement un processus linéaire. On ne peut pas prévoir toutes les conditions de la mise à l'échelle en une seule fois. Des fois, c'est vraiment lire l'environnement puis les paramètres qui sont en train de changer dans l'environnement pour saisir certaines ouvertures, certains contextes. Ça demande beaucoup, beaucoup de résilience, un long processus d'adaptation et beaucoup de changements. Puis ça demande un engagement des individus qui portent les solutions sur le long terme. Parce que des fois, comme je l'ai dit avec Al, si ça prend 10 ans avant que le contexte parfait se mette en place, si on a eu des gens qui ont changé en cours de route et qui requestionnent constamment la nature même du projet, des fois, enfin, c'est pas évident de porter un projet et son essence et sa visée pour être capable d'aller apprendre sur tous les succès et échecs, intégrer les apprentissages pour planifier les prochaines étapes et aller saisir les occasions qui se présentent. Juste dans l'exemple du REEI, qui est le régime d'épargne-investissement pour l'invalidité, donc l'équivalent d'un REER, mais pour des personnes en situation d'invalidité. C'est une demande de parents, en fait, qui se sont dit, mais moi, quand je ne serai plus là, comment est-ce que je peux assurer la sécurité de mon enfant, la sécurité financière de mon enfant, qui sera devenu un adulte? Et donc, il y avait cette idée-là de faire l'équivalent d'un REER. Et de ce qu'on m'a raconté, c'est quand Jim Flaherty, notre ancien ministre des Finances au Canada, quand lui est arrivé justement comme ministre des Finances, il y a quelqu'un qui a connecté les morceaux et qui s'est rendu compte que lui avait un enfant en situation d'invalidité. Et instantanément, il a compris l'importance de ce type de projet de politique publique. Et c'est à ce moment-là où tout s'est mis en place. Donc, c'est bête à dire, hein? Il ne faut pas compter, en fait, on aimerait espérer que plus de monde comprenne la nature même du projet, pourquoi c'est si important, mais des fois, il faut saisir ces occasions-là et être prêt avec son projet pour réussir sa mise à l'échelle. Donc, c'est un exemple de succès, mais probablement que Al, puis Vicky, puis les gens qui étaient derrière ce projet-là n'avaient pas planifié qu'ils atteindraient du succès parce qu'un certain ministre des Finances comprendrait toute la dynamique de leur projet. Donc, c'est ça qui est extrêmement complexe parce qu'il faut aussi être capable de comprendre les environnements dans lesquels on se situe, les moments dans lesquels on avance avec notre projet. Puis parfois, la solution sage, c'est d'attendre 1 an ou 2 avant de pousser certains éléments de notre projet. Cela dit, on peut s'y préparer. Et oui, on peut s'y préparer, puis chaque chemin est assez unique, en fait. Donc, ça aussi, c'est complexe en soi, parce qu'il n'y a pas une seule stratégie qui fit pour tout le monde. Il faut d'abord comprendre de manière très, très précise c'est quoi notre objectif d'impact et quelles seront les stratégies les plus porteuses pour réussir à accroître notre impact. Donc, on doit tenir compte du contexte spécifique dans lequel on œuvre ou vers lequel on veut atterrir.
Et ça, en soi, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, de disponibilité, d'engagement envers porter la solution que l'on des fois, la mise à l'échelle aussi, quand ça fait 20 ans qu'on porte une solution, puis que là, ben, il y a un contexte qui change, puis il y en a d'autres qui veulent se l'approprier, ben, des fois, ça demande une nouvelle capacité pour être capable de croître. C'est pas donné nécessairement à tous les organismes qui ont cru jusqu'à, je dis n'importe quoi, 5 ou 10 employés, que du jour au lendemain, leur solution devienne la manne, et là, ils ont besoin d'être 50, ou comment est-ce qu'on va gérer des bureaux régionaux. Donc, ça demande des fois des compétences, des ressources, des relations. Et ça, bien, il faut le reconnaître et planifier même dans une stratégie de mise à l'échelle. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin, les ressources différenciées dont on a besoin pour réussir la mise à l'échelle de notre projet. Et parfois, ça peut vouloir dire de laisser aller certaines de nos pratiques pour aller vers quelque chose de complètement différent qui pourrait avoir plus de succès. Donc, c'est des grands constats assez théoriques, n'empêche, c'est toutes des choses à avoir en tête quand on souhaite se mettre sur la voie de l'accroissement d'impact. À InnoWeave, à la Fondation McConnell, on a documenté les types de scaling, les types d'accroissement de l'impact. Et à notre sens, il y en a 3. Donc, scaling up, out and deep. Donc, vous voyez dans le bas de la page l'amplification du champ d'action, de la portée ou de l'enracinement. Donc, quand on veut dire accroissement de l'impact, ça peut vouloir dire une de ces choses-là, toutes ces choses-là à la fois. Mais c'est vraiment en fonction de votre organisme, de votre projet, de ce que vous voulez atteindre. Ou en fait de ce que demande la solution elle-même. Quand on parle d'accroître la portée, le scaling up, on a ici l'exemple de Mothers Against Drunk Driving, donc le MAD. Elles se sont dit, mais pour que nos adolescents arrêtent justement de conduire en état d'ébriété, ça nous prend quelque chose à très, très haute échelle, à très haute portée. Il faut qu'on engage les politiques publiques ou les porteurs de messages nationaux sur cette question-là. Donc, ils ont été très spécifiques, donc ils ont agi à un très, très haut niveau, si on veut, pour finalement avoir des retombées dans les communautés. Donc, ça ne servait à rien pour eux d'aller d'école en école. C'était plus, est-ce qu'on peut avoir une campagne nationale pour faire changer les comportements, faire même changer la perception qu'on a d'un type de comportement. Donc, ça, on le voit à plusieurs échelles. On l'a vu sur, par exemple, la vision que l'on porte envers les personnes LGBTQ2, homosexuelles. En fait, ça, c'est des batailles de longue date, mais qui demandent à un moment donné un changement de... ouais, en fait, je suis en train de mêler deux choses, mais bref, ça demande des changements de pensée pour que le comportement s'ajuste et qu'on obtienne des résultats par la suite. Là, quand j'allais avec mon exemple de LGBTQ, etc., c'est un peu plus au niveau de l'enracinement. Donc, comment est-ce qu'on change même au cœur des gens une perception qu'ils ont d'une situation ou d'une situation ou un problème pour que ça ne devienne plus un problème. D'où mon exemple sur LGBTQ. À une époque, on disait des choses assez atroces sur ces gens, ça existe encore. Bref, comment est-ce qu'on fait pour que de moins en moins, on accepte finalement des discours haineux ou des discours qui maintiennent certains types de personnes dans une certaine marge. Donc, ça peut aussi faire partie de certains types d'accroissement de l'impact en allant changer même nos comportements internes et personnels pour une croyance populaire, qui va changer une certaine croyance populaire et donc qui va générer des bénéfices pour certains types de populations. Là, c'est drôle, j'ai commencé par les deux exemples qu'on voit peut-être le moins parce que celui qu'on imagine davantage quand vient le temps de parler d'accroissement de l'impact, c'est vraiment celui d'accroître son champ d'action. Donc ici, à titre vraiment d'exemple, on a les YMCA qui se sont multipliés en, je crois, 15 000 points de service en YWCA et toutes sortes de formes. Donc, c'est de dire qu'il y avait une formule qui fonctionnait et qui a pu être reprise dans plein d'autres communautés pour finalement servir des jeunes qui cherchaient un endroit où rester et avoir des activités avec des jeunes comme eux, activités sportives. Au départ, il y avait aussi une partie un peu religieuse, je crois que c'était catholique. Mais bref, comment est-ce que les YMCA finalement avaient
un tronc commun de fondements qui ont pu être reproduits. Et donc, c'est ça, là, étendre son champ d'action en reproduisant un modèle qui fonctionne. Je vais aller un petit peu plus en détail, même si je viens quand même de faire un bon survol de ces types de scaling. Donc, l'amplification du champ d'action, le scaling out, c'est de dire qu'on vise plus de bénéficiaires. Donc, souvent, c'est l'expansion d'un programme déjà existant ou sa reproduction ou son adaptation dans un contexte différent. Donc, un programme, par exemple, qui fonctionne bien à Montréal, quelqu'un dit à Québec ou à Toronto, nous, on aimerait adopter ce programme-là. Alors, c'est quoi la stratégie qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on forme des gens d'un organisme partenaire? Est-ce que nous-mêmes, on offre carrément le service dans un autre endroit? Est-ce qu'on ouvre des bureaux régionaux? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour aller finalement servir cette nouvelle clientèle-là? Donc, l'idée, c'est de rejoindre beaucoup plus de personnes et à travers ça, finalement, d'accroître son impact. Donc, des exemples, vous avez un organisme de persévérance scolaire qui reproduit un programme qui a démontré du succès vers d'autres commissions scolaires. Ou encore un réseau régional de DD, développement durable, qui lance des réseaux similaires dans d'autres régions ou dans d'autres communautés. Donc, ça tombe sous le sens. Bon, je viens de vous raconter un petit peu l'histoire des YMCA. C'est vraiment ça, de se dire qu'en fait, dans le cas des YMCA, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que ça perdure dans le temps. Je pense que ça a plus de 150 ans, le réseau des YMCA. Ce qui veut dire qu'à la base, leurs fondements, leurs piliers sont encore assez solides et qu'ils les connaissent bien parce que quand vient le temps d'ouvrir une autre branche, un nouvel emplacement, ils savent sur quel pilier s'appuyer pour le faire fonctionner. Ça peut prendre des couleurs particulières, donc servir des femmes, servir des jeunes hommes. Il peut y avoir toutes sortes de contextes dans des pays différents. Donc, ça peut, comme je dis, ça peut prendre une saveur ou une couleur particulière, mais les fondements sont assez similaires d'un endroit à l'autre. Il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, la dissémination. Donc, juste, on est la même organisation et on offre le service beaucoup plus largement, donc à travers des communications, du marketing, meilleur réseau de distribution, offrir de la formation pour multiplier finalement les personnes qui vont offrir le service. On peut s'affilier à d'autres groupes, donc des fédérations, des réseaux, créer un réseau de gens qui vont porter une approche qui porte un certain niveau de succès. On peut aller créer des ramifications, donc répliquer le programme ou le projet ou carrément aller sous un modèle de franchise où quelqu'un qui se dit, moi, je veux faire un YMCA, je vais acheter la bannière, le modèle de franchise, c'est moi qui détiens, qui va donner un contrat à des gens de développer. Donc, il y a quand même une certaine autonomie de gestion, mais avec un certain contrôle central ou carrément la licence. C'est de dire, je te donne le droit d'utiliser mon nom et ma manière de faire. Et il y a certainement d'autres, on laisse toujours la porte ouverte à d'autres formes qui peuvent être émergentes ou existantes dans certains contextes. Donc, c'est certaines manières répertoriées d'accroître son impact en scaling out. Donc, ici, oui, si on reprend les grandes catégories de dissémination, affiliation ou ramification, certaines des choses à prendre en compte. Donc, en termes de ressources, on le nomme ici au niveau de la dissémination, c'est peut-être le plus simple. Ça demande de partager l'information de manière active, avec peut-être un peu d'assistance technique pour amener l'innovation dans un nouveau contexte. Donc, faible contrôle par l'organisme. En fait, on fait plus de ce qu'on faisait déjà. Oui, c'est ça. On se pose la question, est-ce que ça demande de créer un nouvel organisme? Mais pas vraiment. C'est qu'on va le faire à travers des organismes déjà existants ou parfois, ça peut engendrer une nouvelle entité, mais pas systématiquement. Quand on parle d'affiliation, le deuxième cas de figure, au niveau des ressources, ça demande une sorte d'entente pour former un réseau qui est identifiable, qui vise à partager l'innovation. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça, plusieurs modèles, mais l'idée, c'est qu'on partage l'information, il y a un certain contrôle flexible. Donc, on stimule la croissance par un partage de ressources, mais ce n'est pas nécessairement nous qui allons tout administrer à tous les aspects. Donc, on va laisser aller un certain niveau de contrôle.
Ça peut donc comprendre plusieurs initiatives affiliées, chacune avec sa stratégie particulière d'accroissement de l'impact. Donc, ils peuvent prendre un peu chacune sa couleur locale. Quand on parle de ramification, là, c'est vraiment, là, c'est des nouveaux sites qui font légalement partie d'une même grande organisation ou qui sont liés à une organisation mère. Ça demande un peu plus d'investissement en temps. Légalement aussi, il y a des choses à nommer dans ce cas de figure-là. Ça demande aussi la capacité de l'organisation d'exercer un grand contrôle sur les activités. L'innovation est donc contrôlée. Donc, ce qu'on veut, c'est reproduire, puis reproduire de manière contrôlée le modèle qui fonctionne. Et parfois, ben, ça demande effectivement une nouvelle entité, mais qui est sous le contrôle de l'organisation mère qui a créé l'innovation. Donc, si on parle d'amplifier son champ d'action, complémentarité et profondeur de l'impact. Donc, on peut vouloir dire aussi développer des nouveaux programmes ou activités pour améliorer la profondeur ou la complémentarité des effets. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a déjà un groupe qui est déjà servi. Bon, ici, on a l'exemple d'une clinique de santé mentale pour les jeunes qui choisit de diversifier ses services pour offrir une approche de soins plus holistique à ses patients. Donc, on n'offre pas juste un service, on se rend compte que ce même individu-là a des besoins peut-être sur 2 ou 3 fronts et que si on accompagnait sur ces 2-3 fronts-là en même temps, on serait capable de générer des effets à plus grande échelle pour un groupe déjà existant. Donc, aller beaucoup plus en profondeur sur le changement qui est opéré sur les individus visés. Oui, OK. Donc, alors, amplification du champ d'action, voilà, c'est un autre exemple. Si on parle d'amplifier la portée, donc là, on se met au niveau du système. Qu'est-ce qu'on doit changer dans le système? Donc, finalement, moi, j'ai comme image d'être au-dessus de nos têtes. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, mais qui finalement régit la manière dont on fonctionne ensemble en tant que société? Qu'est-ce qu'on doit aller changer à ce niveau-là pour qu'on ait maintenant soit les mains libres pour faire les choses comme on l'a toujours voulu, pour amplifier justement notre impact ou pour encourager des nouvelles bonnes pratiques dans nos systèmes. Donc, on dit ici, amplifier la portée vise à cibler des causes profondes aux problèmes de société et à diriger les efforts pour changer le système qui a créé ces problèmes au départ. Si on parle, j'ai eu récemment une conversation sur l'itinérance à Montréal. On m'a partagé que quand il y a une politique publique qui a fait en sorte que des personnes avec des troubles mentaux n'étaient plus hébergées au sein des services de santé après X temps. Bref, il y a une politique publique, une règle qui a changé là-dessus. Mais ces gens-là, finalement, ont été sortis du système de santé, mais se sont retrouvés nulle part. Et donc, ils sont venus augmenter les rangs de la population itinérante à Montréal. Donc, on voit comment une politique publique peut influencer dans un sens ou dans l'autre la manière, en fait, on a organisé le système pour sortir des gens du système de santé, mais ils vont nulle part ailleurs, où en fait, ils se retrouvent en situation d'itinérance. Qu'est-ce qu'on doit rechanger finalement dans le système pour que ces gens-là qui avaient une problématique de santé mentale puissent recevoir le bon type de service, le bon niveau de service dont eux ont besoin et qu'on évite qu'ils se retrouvent en situation d'itinérance. Donc, ça veut dire ça aussi. Un changement de politique publique peut avoir des grandes répercussions positives ou négatives sur plusieurs groupes d'individus. Donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est vraiment être capable de documenter et nommer qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Donc, dans mon exemple sur les itinérants, bien, si on sait que, je ne sais pas moi, 50% des itinérants ont un problème de santé mentale et que dans 80% des cas, il peut être, s'ils étaient accompagnés de X, Y façon, on les réintégrerait dans un parcours positif de reprise en main de leur vie, bien, à ce moment-là, on le documente et on le porte, ce message-là, pour influencer des politiques publiques, des parcours de formation, des lois, des règlements, la manière dont nos institutions travaillent, etc., pour régler un problème, une problématique. Donc, le scaling up, c'est une opportunité d'exercer une plus grande influence. Encore faut-il avoir le temps et les reins assez solides pour prendre ce temps d'aller rencontrer,
des groupes qu'on a besoin d'influencer. Des fois, ils ne sont pas prêts à recevoir le message tout de suite. Il faut créer des conditions favorables de discussion pour aller finalement convaincre de transformer certains des paramètres même de nos systèmes. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme exemple? Un groupe environnemental qui a contribué à créer des espaces verts en ville peut amplifier la portée de son action en travaillant avec les gouvernements pour créer des mécanismes de prix sur le carbone. C'est un petit peu un sujet trop de l'heure et controversé, mais bref, effectivement, si on se rend compte que ça fonctionne bien, on peut aller influencer le national pour modifier les réglementations d'aménagement urbain au niveau local, provincial ou national. Donc, ça peut être de cet ordre-là, les changements de système souhaités. Oui, l'amplification de la portée, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est l'exemple de Mothers Against Drunk Driving, donc les mères contre l'alcool au volant. C'est ce que j'expliquais, en fait, c'est comment est-ce qu'on va convaincre à un niveau plus supra, donc plus national, au lieu d'aller frapper de porte en porte dans toutes les écoles pour convaincre les écoles d'adopter une campagne de prévention ou de sensibilisation. À ce moment-là, est-ce qu'on peut demander à la Société de l'assurance automobile du Québec de faire quelque chose pour que le message passe contre l'alcool au volant? Donc voilà, ici, il y a un exemple. En fait, le tableau démontre quand même une baisse significative de l'incidence sur une période d'à peu près 25 ans. Donc, c'est long, ça demande du temps, de la persévérance, mais ça peut porter des fruits. Est-ce que ça va jusqu'ici? Parce que je suis consciente qu'on est quand même dans beaucoup de contenu, un peu théorique, mais quand même, bon, j'essaie d'appuyer par des exemples. Je vais faire la troisième branche de scaling, d'accroissement de l'impact. Celui-là, c'est en plongeant au changement, au cœur de nous-mêmes pour un changement de culture. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, c'est changer le cœur et l'esprit des gens ou des organisations, des systèmes, des communautés, de manière à ce que l'idée qui sous-tend l'innovation sociale reçoive un appui et devienne la norme. Peut-être que je peux nommer, en ce moment, on est dans une conversation sur la réconciliation avec les peuples autochtones et il y a énormément d'éducation à faire autour de l'histoire de la colonisation et l'histoire plus récente, finalement, sur les bonnes pratiques qui vont finalement soutenir les communautés autochtones à reprendre en main leur destinée et recommencer à avoir tout en anglais on dit thrive, à grandir et de manière très positive. Donc, là-dessus, par exemple, on a une occasion collectivement d'aller faire un scaling deep. Comment est-ce qu'on change même notre conception d'une situation, d'une problématique? Donc, on veut changer le récit, les valeurs, les croyances, parfois même l'identité, pour aller faire bouger les valeurs sociales et des normes qui sont tenues pour acquises. Donc, quand on parle de discrimination systémique, par exemple, envers les Autochtones, il y a plein de choses, des valeurs, des croyances qui sous-tendent ces discriminations systémiques. Et donc, c'est ça qu'on doit aller faire bouger pour arrêter d'avoir la discrimination. Donc, ici, on a l'exemple d'un organisme qui offre du soutien à des personnes vivant avec un handicap. Ce que cet organisme peut souhaiter faire, c'est changer la culture et les préconceptions de ce que peut vouloir dire avoir une contribution et une participation active à la société. Donc, si on change la conversation, le discours sur c'est quoi une participation active pour que plus de monde comprenne qu'une personne avec un handicap peut avoir une contribution, une participation active, alors on fait tomber certaines discriminations, certains tabous qui affectent le quotidien des personnes en situation de handicap. Énormément d'exemples. On peut changer beaucoup de choses ces temps-ci par rapport à nos changements de culture. OK. Donc, là, on a parlé des 3 types, si on veut, d'accroissement de l'impact. Un des piliers ou une des premières choses qu'on peut faire pour se demander comment est-ce que je sais que j'ai un impact, si vous n'êtes pas sûr en ce moment, c'est d'aller utiliser les outils que sont la théorie du changement et l'énoncé d'impact. Donc, en fait, c'est ça, l'accroissement de l'impact, ça peut être une stratégie
pour éventuellement atteindre l'impact que l'on vise. Donc, si vous n'êtes pas sûr de l'approche que vous devriez adopter parmi les trois que je viens de décrire, allez faire l'exercice de clarifier qu'est-ce qu'on vise et comment est-ce qu'on devrait s'y prendre pour réaliser notre impact en fonction de nos ressources, de nos compétences, de nos expertises et de notre motivation pour le changement visé. Donc, on peut utiliser un peu ce framework-là, ce cadre de référence qui est l'énoncé d'impact et la théorie du changement. Donc, ça, je n'irai pas en profondeur aujourd'hui, mais on a un autre atelier qui s'appelle l'accélérateur d'impact qui porte précisément sur ces deux outils-là. Donc, si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir, puis on pourra en rediscuter. À titre d'information aussi, il y a plusieurs ressources, bon, beaucoup en anglais, mais il y a quand même plusieurs ressources qui parlent d'accroissement de l'impact. Déjà, sur notre site Internet à InnoWeave, sur le site de la Fondation Incarnate, puis ma collègue Darcy Riddell, R-I-D-D-E-L-L, a écrit tout un papier sur Scaling Up, Out and Deep, et on s'appuie beaucoup là-dessus, en fait, dans nos réflexions sur l'accroissement de l'impact. Donc, comme j'ai dit, je vous partage la présentation. Vous aurez donc cette petite liste de ressources à vous mettre là-dedans dans le futur. Donc, je fais une petite pause avant de poursuivre sur comment à InnoWeave on fonctionne pour voir si vous avez des questions sur l'accroissement de l'impact ou si c'est clair pour vous. Peut-être juste à titre de, je pense que je l'ai dit déjà 2 ou 3 fois, mais je veux vraiment appuyer là-dessus. À InnoWeave, si vous venez nous voir pour nous demander de notre soutien en accroissement de l'impact, c'est sûr et certain qu'on va d'abord vous demander qu'est-ce que vous faites qui fonctionne déjà et pourquoi ça fonctionne. Qu'est-ce que vous savez de ce qui fonctionne dans votre approche ou dans votre programme. Et si c'est difficile pour vous de répondre à ça, ben, peut-être que vous n'êtes pas prêt en fait pour l'accroissement de l'impact. Il faut d'abord aller clarifier justement c'est quoi les éléments fondateurs de succès de votre approche ou en fait comment même est-ce que vous pouvez affirmer que votre approche a du succès. Si votre approche est toute nouvelle, il y a fort à parier que vous n'avez même pas encore la preuve que votre approche fonctionne. Vous avez une idée selon une certaine suite logique que si vous faites A plus B, ça va donner C, mais vous ne l'avez probablement pas encore documenté, mis à l'épreuve. Donc, on n'est peut-être pas encore en situation d'accroissement de l'impact quand on est dans un projet qui vient à peine de démarrer. On peut avoir l'idée d'accroître son impact. On peut démarrer un projet localement en se disant « j'aimerais qu'il ait une portée qui soit dans 10 ou 25 communautés différentes, mais on va d'abord aller creuser le modèle, faire nos apprentissages et fort de ça, faire une deuxième boucle pour dire, OK, avec ce qu'on vient d'apprendre, c'est X, Y, Z qui fonctionne vraiment pour planifier la mise à l'échelle. Donc, on pose la question, faut-il déjà avoir fait une étude de marché? Oui et non. Moi, souvent, quand les groupes viennent nous voir pour dire on aurait besoin de coaching en accroissement de l'impact, souvent le déclencheur de cette conversation-là, c'est parce qu'il y a des groupes dans d'autres communautés qui sont venus frapper à leur porte en leur disant on reconnaît votre modèle, on pense que vous avez quelque chose qui fonctionne, puis nous, on voudrait l'adopter dans notre communauté. Souvent, c'est un indicateur qui a un appétit dans une nouvelle communauté pour ce type de projet-là ou de programme. À l'inverse, si vous êtes une organisation qui souhaitait faire une mise à l'échelle, je pense que oui, ça vous prend au moins un certain son de cloche, peut-être pas une étude de marché en hyper profondeur, mais un certain son de cloche, être capable de dire d'où vous vient ce son de cloche-là, pas mon cousin ou mon ami, mais d'être allé valider auprès de gens de l'écosystème ou de la communauté que vous visez, qu'il y a un intérêt réel. Oublions pas non plus qu'il y a souvent un écart entre faire un sondage d'intérêt du type « si on vous proposait tel type de produit ou service, est-ce que vous l'achèteriez? » Et là, sur un sondage, c'est très facile de dire « oui, je l'achèterai ». Dans les faits, souvent, c'est une plus petite portion de la population qui a dit « oui » qui va effectivement passer à l'acte.
Donc, il faut aussi comprendre, on rentre dans quel genre d'écosystème, qu'est-ce qui est déjà existant. Donc, c'est sûr que, en fait, la raison pour laquelle je dis oui et non à cette question-là, est-ce qu'on doit déjà avoir fait une étude de marché, c'est que ça pourrait faire l'objet d'une question d'approfondissement en vue d'un accroissement de l'impact. Ça prendrait une discussion avec nous pour voir si nous, on vous soutiendrait pour, par exemple, faire une étude de marché. Il faudrait comprendre ce que vous avez déjà réalisé par vous-même et c'est quoi les questions que vous vous posez pour lesquelles vous devez trouver des réponses avant même de planifier ou de déployer des stratégies de mise à l'échelle. Donc, ça peut faire partie d'une des étapes de planification de mise à l'échelle qui peut être prise en compte dans un parcours d'accroissement de l'impact. Mais c'est sûr que démontrer que vous avez déjà fait au moins un premier son de cloche, certains devoirs de ce côté-là, ça peut être super utile. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu plus du parcours d'accroissement de l'impact chez nous, auprès de InnoWeave. Donc, récemment, oui, c'est ça. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissez de nos tout débuts, mais au cours de la dernière année, à InnoWeave, on a essayé de répondre à la rétroaction et certains apprentissages qu'on a fait, qu'on a sollicités et qu'on a reçus de nos parties prenantes. Donc, beaucoup des organismes qu'on a soutenus, mais aussi des coachs avec lesquels on a travaillé. On a entendu plusieurs choses. Et donc, nous, on essaie le plus possible de se mettre au service des organismes qu'on soutient pour qu'eux-mêmes puissent accroître leur impact auprès des publics ou des enjeux qui servent. Donc, pour réussir à faire ça, une des choses qu'on a entendues, c'est qu'on avait des modules qui semblaient assez peu flexibles. Donc, on essaye à InnoWeave d'ouvrir la porte à un peu plus d'adaptabilité et de flexibilité. Je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble parce que ça dépend vraiment des cas de figure. Par contre, je peux vous dire que c'est une de nos intentions. Donc, d'engager la conversation avec nous, de nous poser vos questions, va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on a déjà dans notre banque à outils et est-ce qu'on peut adapter certains de nos accompagnements pour mieux servir vos besoins, pour mieux servir vos besoins et vous aider à atteindre votre impact. Ce qu'on a aussi entendu, c'est que, en fait, à peu près tout le monde à qui on a parlé veut plus de relations directes. Donc, on essaie de plus en plus de prendre du temps, autant avec les organismes qu'avec les coachs, les mentors, pour des relations plus directes qui nous permettent à tout le monde d'apprendre et d'être beaucoup plus efficace dans nos processus d'accompagnement. Et la dernière chose, on s'est souvent fait dire, on ne comprend pas bien comment appliquer, on ne comprend pas bien vos processus. Donc, ce que je vais vous présenter dans les prochaines pages, c'est un essai sincère de notre part de clarifier et d'affiner l'expérience usagée pour vous, pour les organismes qui aimeraient faire une demande de soutien à InnoWeave. On va voir si ça fonctionne. Donc, par ailleurs, si vous avez des commentaires, suggestions, rétroactions à nous partager par rapport à ça, que ce soit aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, vraiment, vous n'hésitez pas à nous le partager parce que si nous, on va être au service des organisations, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui fonctionne et comment nos processus sont reçus. Alors, vraiment, c'est une invitation à nous partager vos commentaires. Donc, un peu à titre illustratif, ça, c'est l'approche qu'on adopte à InnoWeave pour soutenir les organismes. Donc, on n'est pas dans la business de la consultation. Ce qu'on souhaite soutenir quand on dit oui pour qu'un coach aille travailler avec une organisation, c'est que ce soit vraiment l'organisation qui réalise le travail. Le coach est là pour apporter un processus rigoureux, des outils de travail et une expertise qui a été bâtie à travers son expérience de vie et des mandats précédents. Mais ce qu'on souhaite, et là, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être plus ou moins bien réalisé selon les organisations et la capacité de chacun, mais l'intention est vraiment d'outiller les organismes, ceux qui reçoivent un coach, pour qu'une fois que le coach est parti, on sent qu'on est plus à même de poursuivre le travail. On ne devrait pas toujours avoir besoin d'un consultant ou d'un coach qui vient nous dire qu'on fait bien notre travail. On devrait être capable de reconnaître les paramètres qui nous indiquent qu'on est sur la bonne voie. Donc, le coach est là pour vous aider à mieux comprendre et vous approprier une approche d'innovation sociale, mais il n'est pas là pour faire le travail à votre place. Donc, je l'ai déjà mentionné, mais juste pour le redire,
InnoWeave, donc, on propose une liste de coachs sur notre site Internet, mais vous pouvez travailler avec le coach de votre choix, même s'il n'est pas dans notre liste. Nous, ce qu'on essaie d'établir, c'est le fit entre votre besoin et le coach au moment de l'application. Donc, si le coach ne fait pas déjà partie de notre banque de données, on va vous demander un CV puis de démontrer, en fait, pourquoi cette personne-là semble avoir les compétences dont vous avez besoin. Et puis, c'est sûr que nous, on essaie de faire un petit rapprochement entre le type de pratique et le type d'approche pour lesquelles, en fait, pour lesquelles InnoWeave a un mandat. Donc, on a le mandat de soutenir les 10 approches que je vous ai présentées tout à l'heure. Si votre besoin est à l'extérieur de ça, bien, malheureusement, ce n'est pas dans notre mandat de soutenir, par exemple, un développement de compétences en marketing. Ce n'est pas quelque chose qui est propre, selon nous, à l'innovation sociale, même si ça peut aider à pousser une innovation sociale. Il existe nombre de consultants et nombre de personnes déjà très compétentes qui ne sont pas nécessairement en innovation sociale, mais qui peuvent vous apporter ce niveau d'expertise-là. Alors, c'est aussi comme ça qu'InnoWeave intervient. On essaie de remplir certains trous, en fait, pour aider les organismes à aller plus loin dans les approches d'innovation sociale. On essaie aussi de plus en plus de soutenir cette notion-là de l'apprentissage continu. Donc, quand on parle d'évaluation, on a parlé à beaucoup de monde, en fait, ces 3-4 dernières années, au sujet de l'évaluation. Il y a encore cette espèce de perception que l'évaluation c'est quelque chose qui sert aux bailleurs de fonds. En fait, c'est pour rendre des comptes aux bailleurs de fonds. Donc, le mot évaluation porte cette charge-là. Par contre, nous, on souhaite voir l'évaluation dans une optique d'apprentissage continu qui bénéficie d'abord à l'organisme, à ses bénéficiaires et aux communautés et aux enjeux qu'ils servent. Donc, quand on fait de l'évaluation et qu'on documente ce que l'on fait, ça devrait être d'abord pour nous-mêmes, pour s'améliorer et ensuite pour rendre des comptes aux bailleurs de fonds. Donc, c'est ce que dans notre approche, quand InnoWeave va parler d'évaluation ou quand InnoWeave va vous proposer des rencontres d'apprentissage, souvent c'est un petit appel, 15 minutes, une demi-heure, juste pour voir, hey, comment ça se passe le coaching? Qu'est-ce que vous avez appris ces 3 derniers mois? Où en êtes-vous? On n'est pas en train de vous demander de nous rendre des comptes sur le bon usage des fonds. On est en train vraiment de vous proposer de réfléchir à qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous dans votre apprentissage. Voilà. Donc, toujours dans l'optique d'améliorer les impacts. Donc, de mieux servir les populations visées et d'accroître nos impacts. Donc, je vous le disais, on a tenté de clarifier les différentes étapes par lesquelles une organisation passe quand elle demande du soutien à InnoWeave. Elles sont au nombre de 7 et je vais les détailler dans les pages suivantes. La première étape, c'est contact et information. Donc, vous allez sur notre site Internet, c'est une séance d'information comme aujourd'hui, vous prenez connaissance de certaines ressources en accroissant l'impact ou dans les autres parcours d'accompagnement. Vous pouvez aussi, le premier point de contact, vous pouvez contacter le personnel d'InnoWeave pour poser une question d'approfondissement, pour mieux saisir, bon, comment je fais là, pour en savoir davantage. Ce qu'on va souvent faire, c'est vous dire, bien, participez à la séance d'information parce qu'en 1 heure, 1 heure et demie, on va couvrir beaucoup de sujets et on va vous permettre d'en savoir plus sur comment interagir avec InnoWeave. La deuxième chose, si vous pensez vouloir faire une demande auprès d'InnoWeave, en fait, on vous propose de tout de suite, en fait, dès que vous êtes prêt, vous allez sur le portail, c'est la plateforme Flux, et vous allez voir sur la gauche, je crois, une sous-section en français, InnoWeave, vous cliquez là-dessus, puis vous enregistrez les informations générales au sujet de votre organisme. Et dorénavant, c'est là où se passe finalement toute la conversation, vos applications pour nous demander du soutien. Et à travers cette plateforme-là, on peut vous retourner le courriel pour vous demander des précisions. Bref, la documentation même de notre processus de soutien se passe à travers ce portail ou cette plateforme-là. Donc ça, pour nous, il faut comprendre, c'est pour nous à InnoWeave une nouveauté parce qu'on avait d'autres processus en place avant 2019. Donc, c'est aussi, on le souligne parce qu'on est aussi en ajustement dans l'utilisation même de cette plateforme-là.
Mais c'est là que ça se passe dorénavant pour le parcours en accroissement de l'impact. Donc, dans le parcours, on a finalement 2 dates de tombée. La première, il y en a plus que ça, je vais les reprendre à la toute fin là, de la présentation, mais on a scindé le processus d'application en 2. Donc, la première étape, c'est la déclaration d'intérêt. Donc, c'est pas plus que 3 pages de texte. On vous pose des questions dans le portail dont je viens de vous parler. On vous pose des questions, vous n'avez pas de pièces à joindre, donc il faut quand même être assez synthétique dans ce que vous nous dites. Donc, il faut savoir où vous allez et pourquoi vous aimeriez que nous vous soutenions. Donc, c'est important de vous être un peu préparé. Là. Pourquoi on a besoin de coaching à ce moment-ci dans ce parcours d'accompagnement précis-là? Pourquoi c'est du coaching en accroissement de l'impact dont on a besoin? C'est ça qu'on va vous demander. On va donc confirmer votre éligibilité, évaluer votre niveau de préparation, vous demander quelques informations au sujet de votre organisme, des détails sur le projet que vous comptez mener. Quand on dit projet, c'est projet d'apprentissage sur la croissance d'impact. C'est de dire, on a besoin d'aide pour mettre à l'échelle tel programme. Donc, c'est ça qu'on veut comprendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez nous contacter pour du support. Il y a mes collègues qui sont pas mal meilleurs que moi avec le portail. Donc, ça, vous écrivez à info@innoweave.ca et on va vous accompagner là, pour la rédaction de votre déclaration d'intérêt. Mais comme je vous le dis, c'est maximum 3 pages de texte, alors c'est pas trop onéreux en temps de votre côté. Par contre, c'est sûr que si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, pourquoi vous voulez à ce moment-ci, là, vous allez devoir y réfléchir, donc ça prend plus de temps. La prochaine date de tombée pour les déclarations d'intérêt, ça s'en vient, c'est dans moins d'un mois, ma foi, c'est le 15 décembre. Suite à quoi, nous, on regarde ça en moins de 2 semaines, rapidement. Tout ce qu'on veut avec la déclaration d'intérêt, c'est voir s'il y a un fit potentiel. Si on pense que oui, vous avez déjà suffisamment de paramètres, là, si on veut rencontrer, à ce moment-là, on va dire parfait, allez nous donner des détails additionnels sur votre projet, puis faites-nous parvenir une demande complète, toujours à travers le même portail, le portail d'application. Et pour le coup, vous avez jusqu'au 1er février 2020 pour faire la demande complète. Donc, je vous rappelle, vous faites une déclaration d'intérêt, on vous invite à soumettre une demande complète, auquel cas, vous avez jusqu'au 1er février. Ce qu'on nous demande souvent, c'est jusqu'à combien est-ce qu'on peut demander? N'oubliez pas que les fonds servent à travailler avec un coach. Donc, nous, on accepte les demandes jusqu'à 10 000 $ qui visent ce travail de coaching-là. Voilà. Ça peut être beaucoup moins si, on disait tout à l'heure, c'est faire une étude de faisabilité puis vous pensez qu'en 5 000 $, ça couvre le temps requis pour avoir accès à un coach, bien, vous faites une demande de moins que ça. Donc, vraiment, ce qu'on encourage aussi tout le monde à faire, c'est avant même de faire une demande à InnoWeave, c'est de contacter un coach potentiel. Comme ça, vous savez déjà s'il est disponible, s'il est motivé, s'il a l'expertise pour vous accompagner et il va vous aider un peu à formuler une sorte d'offre de service ou il va vous aider à situer de combien d'heures vous pourriez avoir besoin pour faire ce type de travail-là. Donc oui, également par rapport à la demande de soutien, c'est un peu l'équivalent en fait de la déclaration d'intérêt. Ce que vous avez déjà mis dans la déclaration, vous n'avez pas besoin de le recopier, c'est déjà dans le portail. Vous allez juste ajouter de l'information. C'est ça, vous allez simplement ajouter de l'information, puis on reconnaît qu'il se passe quand même quelques semaines entre les 2 étapes, donc vous nous mettez au parfum de ce qui a peut-être évolué de votre côté pour faire cette demande-là. À nouveau, vous pouvez contacter le personnel d'InnoWeave pour du support. Suite à quoi, on étudie toutes les demandes et ça, on fait ça de manière groupée. Donc, de notre côté, ça nous prend un bon 6 semaines pour être capable de vous répondre. Puis, la réalité, là, on essaye de se commettre en 6 semaines, mais la réalité, c'est que ça ressemble plus à 7 à 8 semaines, honnêtement, étant donné nos processus. Mais suite à quoi, on vous renvoie un petit courriel pour vous dire bravo, vous avez, on accepte de soutenir votre projet de coaching. Et donc, pour démarrer le tout, on va vous proposer un appel de coup d'envoi qui va finalement nous permettre de se parler de votre proposition
et de se mettre d'accord sur est-ce qu'on a bien compris ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire. Donc, on va clarifier le processus d'accompagnement avec le coach aussi. On va réviser les conditions de soutien et la lettre d'entente que vous allez devoir signer avec votre coach aussi. On demande aussi, dans certains cas de figure, qu'il y ait un contrat signé avec le coach parce qu'InWeave va vous diriger, si vous êtes un organisme de bienfaisance, on vous dirige de l'argent qui vise à embaucher le coach. Donc, on va être sûr que vous l'embauchiez, votre coach. Alors, on vous demande un contrat signé. On va réviser l'énoncé de travail. On va regarder ensemble qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre, puis est-ce qu'on peut vous aider à faire ça. Si vous avez besoin de soutien additionnel pour maximiser vos apprentissages, donc vraiment plus en termes d'évaluation / plan d'apprentissage, on est ouvert à discuter de ça avec vous et voir si on peut vous soutenir de manière additionnelle là, par rapport à votre mandat de coaching. Et on va parler de c'est quoi les conditions pour recevoir le premier versement. Grosso modo, c'est d'avoir signé les documents qu'on vous demande d'avoir signés et d'avoir réalisé l'appel de coup d'envoi avec nous. Suite à quoi, ben, vous faites votre bon travail avec le coach. Donc, vous démarrez l'accompagnement, vous réalisez votre plan de projet qui avait été imaginé avec votre coach, vous réalisez vos livrables, vous vous ajustez peut-être en cours de route parce que vous allez être en mode apprentissage. Il y a peut-être des choses qui vont devoir être révisées, auquel cas, a priori, pas de problème, mais parlez-nous-en parce qu'on reste sur l'intention d'accroître votre impact. Alors, si vous nous dites on a besoin de quelqu'un pour nous aider à faire un plan d'accroissement de l'impact, puis vous revenez pour dire ah, ben finalement, on veut quelqu'un qui refait notre site web, c'est pas tout à fait la même nature de besoin, puis nécessairement la même portée potentielle de l'accroissement de votre impact. Donc, on va en discuter et voir si c'est vraiment la chose à faire ensemble. Il y a parfois, on n'est pas trop demandant parce que nous aussi, notre temps est un peu limité, mais on essaie d'avoir des points de contact avec vous, avec les organismes et avec les coachs. On va en parler lors du coup d'envoi, mais typiquement, c'est au moins une fois à mi-parcours pour voir est-ce que tout va bien, est-ce que tout roule rondement et qu'on puisse apprendre ensemble. N'oubliez pas que du point de vue d'InnoWeave, en fait, je n'ai pas mis les chiffres dans la présentation d'aujourd'hui, mais on a déjà accompagné plus de 500 projets à ce jour. Donc, nous sommes une richesse insoupçonnée de connaissances. Je le dis à titre de blague, mais c'est quand même parfois, on peut faire des liens aussi avec quelque chose qui a fonctionné ailleurs et ça peut être intéressant de part et d'autre d'avoir ces appels de points de contact en cours de processus de coaching. Et à la toute fin, comme vous vous en doutez, on va faire un bilan des apprentissages. On va vous demander de remplir un formulaire de rétroaction. On va vous demander, en fait, pour compléter le processus et déterminer les prochaines étapes, un appel de fin d'accompagnement sera planifié. Oui, c'est ça, à la toute fin, comme vous nous dites, c'est beau, on a fini le coaching. On va se parler, on va regarder qu'est-ce que vous nous renvoyez un peu comme rapport. Le rapport, ça peut être des documents que vous avez vous-même produits, puis c'est, nous, de notre côté, c'est à peu près 3 pages. En fait, c'est 2 pages de questions, puis après, selon ce que vous avez envie de nous partager, c'est pas très onéreux non plus. Un petit sondage qui se répond en 10 questions en ligne. Suite à quoi, on se fait un petit point d'ancrage pour voir, bon, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et nous, ça nous autorise enfin à verser le deuxième versement des fonds. Et on se laisse en général sur la possibilité de est-ce qu'on peut se reparler dans un an pour voir qu'est-ce que ça a donné? Parce qu'on est bien content d'avoir fait du bon travail avec vous. En fait, le coach peut vous accompagner pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais dans les faits, est-ce que ça vous a permis d'aller beaucoup plus loin dans la réalisation de votre impact? C'est ça qui nous intéresse. Donc, on va essayer, on essaye avec l'ensemble des groupes qu'on a soutenus d'avoir des conversations post-coaching après un certain temps pour vraiment être capable de suivre les retombées du coaching. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a finalement 3 cycles de demande de financement. Donc, 3 dates de tombée pour les déclarations d'intérêt, 15 avril, 15 août, 15 décembre, et les dates de tombée pour l'application comme telle, pour la demande de financement. Vous les voyez à l'écran, 1er juin, 1er octobre, et donc la prochaine sera le 1er février.
Une question qu'on nous demande souvent, c'est oui, mais qu'est-ce que je dois démontrer pour maximiser mes chances de recevoir le financement d'InnoWeave? Donc, on vous le donne en 1000. Il y a 5 choses. La première, et je vous l'ai partagé tout à l'heure, c'est la clarté stratégique. Donc, qu'est-ce que vous connaissez? À quel point est-ce que vous. Ouais, à quel point êtes-vous clair sur le défi que vous tentez de relever? C'est quoi les stratégies, les approches que vous mettez en place pour y répondre? Donc, le connaissez-vous? En fait, c'est ça. Partagez-nous, c'est quoi votre niveau de compréhension? Et il faut que ce soit le plus clair possible. Pas obligé d'être parfait, mais c'est ce vers quoi on souhaite que les organismes tendent. N'oubliez pas non plus, je l'ai dit tout à l'heure, on travaille dans tous les secteurs d'activité. Donc, n'oubliez pas que quand vous parlez à des officiers de programme comme moi, comme mes collègues, il faut que vous nous donniez aussi les éléments pour vous comprendre. Donc, quand on est, selon nous, quand un organisme est extrêmement clair sur le défi, ce dont il a besoin et comment il doit s'y prendre, en général, ça paraît au niveau même du langage qui est utilisé pour nous partager son niveau de compréhension du défi. Donc, c'est à ça qu'on veut faire appel. Aidez-nous à vous aider, en quelque sorte. On fait tout ce qu'on peut pour se renseigner sur vos domaines d'activité spécifiques, mais intrinsèquement, il faut qu'on comprenne où est-ce que vous voulez aller et pourquoi vous voulez faire de cette manière-là. Puis ça, ben, ça vous appartient. Deuxième élément, les bases du succès. Donc, je l'ai dit, spécifiquement dans le parcours en accroissement de l'impact, avez-vous déjà prouvé votre capacité à générer les impacts nommés? Et avez-vous une idée claire des impacts que vous souhaitez mettre à l'échelle? Peut-être que vous avez 5 programmes différents et c'est un seulement d'entre eux que vous souhaitez mettre à l'échelle. Ou peut-être qu'au sein même d'un programme, c'est un ou deux des paramètres que vous savez qui peuvent être reproduits dans d'autres circonstances. Donc, c'est toute la conversation qu'on avait tout à l'heure sur qu'est-ce que vous savez déjà sur ce qui génère votre succès. Et donc, ça, particulièrement dans le parcours de l'accompagnement en accroissement de l'impact, on a besoin que vous nous l'expliquiez. Et comme je vous le disais, si vous êtes dans un projet qui est en démarrage, il y a peu de chances que vous ayez déjà la démonstration que ce que vous faites fonctionne, sauf peut-être, mon Dieu, j'imagine, si c'est une approche qui a déjà été faite dans un autre pays et que vous êtes en train de la déployer pour la première fois sur notre continent, on va dire. Bon, peut-être que là, vous seriez capable de nous prouver que vous avez tout en main pour faire réussir ce projet-là. Mais typiquement, on est plus dans un cas de figure où ça fait déjà un certain nombre d'années que vous avez des bons succès. Et là, c'est le temps pour vous de penser à l'étape d'après et de la mise à l'échelle. La vision de l'impact accru. Donc, une fois que vous allez avoir augmenté votre impact, ça ressemble à quoi? Donc, qu'est-ce que vous visez par une stratégie d'accroissement de l'impact? Et avez-vous déjà considéré certaines approches ou stratégies? Donc, minimalement, est-ce que vous êtes capable de vous situer dans les 3 types d'accroissement de l'impact? Et si oui, est-ce que vous avez fait la deuxième petite niveau de réflexion sur, par exemple, est-ce que vous voulez un modèle de franchise? Est-ce que vous voulez accroître carrément votre organisation pour rejoindre plus de secteurs et de communautés? Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut dire par la vision de l'impact accru. Qu'est-ce que vous visez par l'accroissement de votre impact? Le bon moment. Est-ce que la stratégie que vous allez développer avec l'aide d'un coach, est-ce que vous pensez que vous serez capable de la mettre en œuvre dans les 6 à 12 prochains mois? L'idée derrière ça, c'est que même si vous recevez les bons services d'un coach et vous avez une expérience formidable, si par la suite, vous n'avez pas la capacité de poursuivre le travail sur la lancée qui a été justement bâtie avec le travail avec le coach, bien, ça se peut que ça tombe à plat. Je dis n'importe quoi. Moi, s'il y a un cas de figure, un organisme qui nous a fait une demande, on a commencé à les accompagner, puis j'ai rien contre ça, mais une des 2 personnes cruciales au projet est partie en congé de maternité en cours de processus. Bien, forcément, ça ralentit le travail. Je suis très heureuse pour elle et pour son bébé, mais c'est un cas de figure où ben, c'est pas super optimal. Donc, on essaye de mettre ensemble les conditions qui permettent de dire, une fois là, qu'on va être bien motivé parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on va être capable de poursuivre le travail et vraiment de faire ce qu'il faut
pour l'accroître, notre impact, pour la déployer. N'oubliez pas qu'on développe une stratégie avec vous, mais après, il faut la déployer. Donc ça va demander un travail de suivi. Bon, puis le point 5, c'est un peu en lien aussi, c'est est-ce que vous avez le temps, l'énergie, les ressources pour gérer les coûts à court et moyen terme, donc les coûts en temps, en argent, en compétences humaines qui sont requis pour la mise à l'échelle. Donc, des fois, ben, il faut embaucher une personne de plus ou il faut libérer des gens de leurs tâches. Des fois, il faut aller sécuriser un financement supplémentaire pour amener un projet dans d'autres communautés. Donc, est-ce que ça, vous l'avez? Donc, à nouveau, ces 5 facteurs clés, on les indique pour vous dire ce vers quoi on vous encourage à tendre. Si vous n'avez pas tout réuni, empêchez-vous pas de faire une demande. Souvent, c'est quand on voit votre cas de figure particulier qu'on est mieux à même de comprendre où vous en êtes et qu'est-ce qui peut être utile et pertinent pour vous à ce moment-ci. Puis souvent, dans une conversation, on est capable de voir, bien, peut-être que tout n'est pas réuni pour une mise à l'échelle, mais peut-être que vous pourriez prendre les 6 à 8 prochains mois pour faire une clarification de votre stratégie. Donc, on peut aussi ouvrir des portes vers d'autres possibilités d'accompagnement si tout n'est pas réuni, par exemple, pour la mise à l'échelle. J'ai ramené ça juste à titre de rappel. C'est un peu tous les outils, toutes les approches d'innovation sociale qu'on propose à InnoWeave. On ne dit pas que c'est les meilleures, les seules. On dit que c'est celles sur lesquelles nous, on a choisi de concentrer nos efforts, en considérant aussi que dans nos écosystèmes, dans nos milieux, il y a plein d'autres excellentes ressources qui offrent de l'accompagnement pour le déploiement de vos projets, programmes, activités, entreprises, etc. Donc, juste à titre de rappel, InnoWeave, nous, on se concentre dans cette talle-ci. Je vous remercie pour votre écoute, ma foi, très, très attentive, je l'espère, chacun derrière son écran. C'est jamais facile dans des présentations comme celle-ci, mais j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions sur même la nature de l'innovation sociale et de l'accroissement de l'impact et comment travailler ou comment venir chercher les services d'InnoWeave dans le futur.